Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des Audacieuses Inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Valérie Marchand qui est venue nous parler de ses pépites, ses petits secrets qui font d'elle aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour Christa, bonjour à tous, merci pour cette belle invitation, je suis ravie d'être là. Ouais, bah, moi aussi, je suis ravie de t'accueillir et je me réjouis de découvrir tes petites pépites d'audace aujourd'hui. Alors, j'aime bien, avant de passer à la partie pépite, mettre un peu de suspense et prendre le temps de présenter les personnes qui viennent en interview. Et j'aime, quand je connais les personnes, me souvenir de comment je les ai rencontrées, dans quel cadre, ou comment j'ai fait connaissance avec la personne que j'interviewe. Et je suis allée un peu chercher dans mes souvenirs de comment je t'ai rencontrée. Sur les réseaux, je t'ai rencontré, je t'ai jamais rencontré, encore pour l'instant en tout cas, en chair et en os. Et en fait, je me suis souvenue que je t'ai vraiment rencontré au début de mon développement personnel, il y a, je pense, un peu moins qu'une dizaine d'années, où j'ai commencé à m'intéresser à la méditation. Ça a été un des premiers outils que j'ai utilisé dans mon développement dans les années 2010-2011, après un stage que j'avais fait. Et j'avais connu Christophe André, que j'aime beaucoup, qui est resté un peu mon modèle au niveau méditation. Et c'est là que j'ai commencé à faire connaissance avec la méditation et différents intervenants dans la méditation, notamment également Frédéric Lenoir, qui, je l'ai vu plusieurs fois en conférence parce qu'il vient souvent ici vers chez moi à Crans-Montana faire des conférences. Et là, j'avais aussi commencé à lire des ouvrages de Frédéric Lenoir et je me suis formée à être intervenante SEV à l'époque, quand j'étais enseignante, parce que je me suis dit, mais ça, c'est un outil génial pour les étudiants et ça a vraiment été le premier outil en fait de développement personnel que j'ai utilisé. Et c'est là que j'ai découvert en fait tes livres. Ça a été l'achat de tes livres sur le stress et sur les examens que j'avais acheté en premier pour justement accompagner ces moments, ces méditations, ces jeûnes avec ces outils-là. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des ateliers aussi en dehors de l'école pour des enfants. Et j'avais acheté le livre Happy Méditation que j'ai aussi utilisé avec ma fille. Et je me souviens aussi que c'est pendant le confinement où tu faisais des méditations assez régulièrement, où j'ai aussi été me connecter à tes méditations. Et c'est là aussi que j'étais plus t'écouter et que je t'ai rencontré à travers l'écran, plus qu'à travers des ouvrages spécialement. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivée à cette connaissance en fait de toi par les réseaux sociaux. Merci Christa, oui ça c'est vraiment une expérience formidable, hein, l'association SEV. Alors, j'imagine que tu veux que je partage... Alors non, je vais te Non? présenter Ah encore. oui, oui pardon. Ça, c'était juste cette petite histoire de comment Oui, c'est arrivé à la méditation et par la méditation à ta rencontre. Alors, donc je suis allée un petit peu regarder sur ton site qui tu étais pour pouvoir te présenter aux personnes. Donc, j'ai vu que toi, Valérie, tu alliais aujourd'hui tes compétences en santé, en méditation et d'artiste peintre. Tu as d'ailleurs fait une très belle couverture d'un livre de Frédéric Lenoir et que tu proposes aujourd'hui aux grands, aux petits, aux particuliers et aux professionnels tout un panel d'outils de formation, que ce soit des ateliers, que ce soit des conférences, des stages, on l'a dit aussi des ouvrages, également tes aquarelles. Donc vraiment un beau panel de propositions professionnelles autour de la méditation et que tu es docteur en pharmacie, tu es également formatrice en méditation de pleine conscience et auteur, artiste peintre. Et tous ces outils, tu les as mis vraiment au service de ta vie professionnelle aujourd'hui. Et dans ta vie professionnelle aussi, avec tout cet aspect santé que tu as vu que la santé et les méthodes extérieures sont importantes et vraiment participent à notre bien-être, mais que nos ressources intérieures sont essentielles pour pouvoir vraiment nous connaître, pour
pouvoir aller chercher toute cette puissance cette intérieure et pouvoir rayonner tout ça à l'extérieur. Et la méditation est l'un de tes outils phares aujourd'hui pour aller dans cette découverte de soi, aller vers cet élan de soi, comme tu le dis, et pouvoir être pleinement nous et pleinement bien dans nos vies aujourd'hui. Donc toi, j'ai vu que tu avais commencé à pratiquer en 2006. C'est là que tu as vraiment commencé à pratiquer la méditation. Et c'est en 2011 que tu as commencé à la partager autour de toi, d'abord bénévolement à des enfants, puis professionnellement, petit à petit, tu t'es formé et tu as commencé à partager ton savoir sur la pleine conscience dans différents endroits, hein, autant dans des écoles que avec la Fondation SEB également, où tu interviens, que dans des universités, universités de médecine notamment. Donc vraiment, tout un, vraiment un rayonnement de cette pleine conscience, de cette méditation dans tes activités professionnelles aujourd'hui. Et je voulais terminer parce que je trouvais vraiment très très belle cette citation que tu avais mise sur ton site et qui pour moi résumait bien cet aspect de la méditation où tu disais: la méditation de pleine conscience est un chemin vers soi permettant de s'ouvrir aux autres et au monde avec authenticité et humanité. Très belle citation. Est-ce que cette présentation te correspond? Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? C'est parfait. C'est parfait, dans le sens où effectivement, quand j'ai démarré mes études de pharmacie, j'ai vraiment pris conscience que la santé, c'était bien plus que ce qu'on était en train de m'apprendre, que c'était quelque chose de très global, très vaste, très élargi. Ça ne se concentre pas que dans le corps et dans l'expression des maladies, c'est quelque chose de bien plus vaste. Et, et oui, ce qui m'a permis d'élargir ma vision de la santé, mais aussi mon exercice personnel en tant que professionnelle de santé, puis ensuite en tant que formatrice, artiste peintre, ce qui m'a permis d'élargir tout ça, c'est vraiment la méditation. Hmm. Et pour moi, il y a vraiment du lien. La peinture, c'est pour moi une façon de prendre soin de l'environnement d'une personne, de son habitat. La méditation, c'est une façon de prendre soin de son intérieur, de ses relations aux autres et au monde. Et la santé, c'est une façon de prendre soin de son corps, mais aussi de son esprit, de sa psychologie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très complémentaire, tout ça pour moi. Hmm. Et comment est-ce que toi, tu as découvert la méditation en 2006? Comment ça s'est fait? Ah, très bonne question. Dans mes études de pharmacie, on m'a appris ce qu'était que l'effet placebo et l'effet nocebo. C'est-à-dire, dans les études sur les médicaments, dans le groupe placebo, pour lequel les personnes ne prennent pas de médicaments, on observe deux phénomènes. L'effet placebo, c'est-à-dire que des personnes guérissent sans médicaments, et l'effet nocebo, c'est-à-dire que des personnes développent les effets indésirables du médicament sans le prendre. Et ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, ça veut dire qu'on a vraiment une pharmacie intérieure et que pour moi, c'est complémentaire avec tout ce qu'on m'apprend sur la pharmacie extérieure classique, avec les plantes, les huiles essentielles, les médicaments, etc. Voilà. Donc c'est vraiment cette prise de conscience qui m'a donné l'envie d'explorer les neurosciences, les thérapies complémentaires, les pratiques complémentaires, et c'est comme ça que j'ai découvert la méditation, Hmm. qui pour moi a été la pratique qui permettait de faire ce lien corps-esprit. Mhm. Ouais, Tête, corps, cœur même, je dirais. ouais. C'est intéressant. Et alors, qu'est-ce que toi, Valérie, aujourd'hui, tu souhaitais partager avec les personnes qui vont écouter cette interview? Quelles sont tes pépites à toi? Qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante? Justement, ce qui a fait de moi une femme audacieuse, c'est la méditation. Si je reviens en arrière, au début de mes études, j'étais une jeune fille craintive, qui manquait de confiance en elle,
qui avait peur de parler en public, qui n'avait pas conscience de toutes les possibilités, de tout son potentiel, et qui était vraiment enfermé dans un carcan, avec beaucoup de croyances limitantes. Et ce que la méditation m'a permis de faire, c'est petit à petit d'aller découvrir qui j'étais vraiment, quels étaient mes talents, quels étaient mes besoins, quelles étaient mes limites. Et puis, tout doucement, avec douceur, bienveillance, m'accepter telle que je suis, déjà, premièrement. Et puis, tout doucement, prendre conscience et enlever une à une ces croyances limitantes qui étaient complètement erronées, hein, toutes ces choses qu'on se dit à l'intérieur, notre petite voix là qui nous juge, qui nous critique, qui nous limite. Alors, elle peut venir de plein de choses, de notre éducation, de nos traumatismes, de la société, de nos relations, notre relation à nous-mêmes, mais nos relations aux autres. Et vraiment, la méditation, elle m'a permis petit à petit de prendre conscience de tout ça et petit à petit d'ouvrir les possibilités. Alors moi, j'ai pris conscience que ce qui guidait mon intention, c'était le prendre soin et le partage, la transmission. Alors j'aimais bien dire à une époque la transmission, mais je crois que c'est vraiment le partage parce que quand on est formateur ou formatrice, finalement, on apporte des choses aux autres, mais les autres nous apprennent aussi en même temps et finalement, c'est interactif. Donc j'ai plus cette impression d'être dans la transmission qui me donne une impression de verticalité. Je suis plutôt dans le partage de ressources et dans l'apprentissage de plein de choses en permanence. J'ai l'impression que je suis devenue une étudiante perpétuelle maintenant. Mais en tout cas, la méditation, c'est vraiment cette pratique qui m'a permis de développer cette ouverture, cette connaissance de moi et surtout la confiance en moi. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que les erreurs, c'est pas grave, ça va me permettre d'apprendre des choses. Et puis si je me trompe, si c'est pas parfait, si c'est pas comme je l'imaginais, eh ben c'est ok, voilà. Et donc j'ai tenté des choses. J'ai tenté des choses que j'aurais jamais imaginé tenter quelques années auparavant. J'ai tenté aller parler au livre sur la place à Nancy, je ne sais plus en quelle année, avec Frédéric Lenoir, ce qui a débouché sur une collaboration professionnelle. J'ai tenté écrire un livre. La première fois que j'ai écrit, alors j'en suis au 8e maintenant, j'ai tenté faire ma première conférence devant, à l'époque, 500 personnes. J'ai tenté devenir autre chose que juste pharmacien. Alors quand on est pharmacien, évidemment, on a l'habitude de parler, mais à une personne. Donc je me suis ouverte à parler à plusieurs personnes, à développer vraiment d'autres pratiques, d'autres activités et à apprendre toujours apprendre d'autres façons de partager, de transmettre, d'autres compétences. Mais toujours, au cœur de tout ça, il y a la méditation qui me permet vraiment de développer cet ancrage, cette stabilité qui me permet d'être dans ma zone de talent, ma zone de compétence et de tout doucement, petit à petit, avec douceur, l'élargir, l'agrandir. Moi, j'aimais bien à une époque cette idée de sortir de sa zone de confort, mais finalement, je trouve que le confort, il nous aide aussi. Donc, je veux pas forcément sortir de ma zone de confort. J'ai plutôt cette intention d'élargir ma zone de connaissance, de compétence et d'y aller en douceur avec bienveillance pour moi. Et la méditation me permet vraiment ça. Ouais, c'est intéressant. Il y a plusieurs, je suis embêtée par une mouche. Il y a plusieurs questions auxquelles enfin, j'aimerais te poser. La première question, c'est comment est-ce que tu as commencé à méditer? Parce que j'imagine peut-être les personnes de l'autre côté de l'écran qui disent, OK, Valérie, je t'entends bien méditer, mais comment je fais ça? Comment je commence? Comment est-ce que toi, tu as commencé à méditer? Comment tu as fait au début? Alors, à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources. À l'époque, j'ai commencé avec un livre qui a transformé ma vie, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Enfin, c'était même la trilogie avec, je sais plus quels étaient les titres des 3 autres livres, mais en tout cas, cette trilogie, pour moi, ça a été une révélation. Et dedans, on comprend bien l'essence de la pratique, d'être attentif,
au moment présent, d'être présent, tout simplement, à ce qu'on est en train de vivre. Et ce livre a été vraiment une étape fondamentale pour moi. Ensuite, j'ai pratiqué en atelier avec, des enseignants, j'ai pratiqué, avec des CD. Par exemple, Christophe André, effectivement, avec, des CD d'audio, de Christophe André. J'ai petit à petit exploré comme ça, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de ressources que moi j'en avais à l'époque. Après, j'ai fait des formations, j'ai fait plein de choses, mais aujourd'hui, on a accès à des applications, à des chaînes YouTube, à des pratiques, gratuites sur, Facebook, sur, plein de supports. Donc, il y a effectivement les formations MBSR, il y a les thérapeutes qui peuvent nous accompagner ou les groupes de méditation. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup plus accès à cette pratique aujourd'hui. À l'époque, c'était encore une pratique qui était pas très bien vue en France. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai voulu faire une formation, j'ai dû la faire par moi-même et la payer moi-même parce que, pourtant elle était, via un organisme de formation pour les professionnels de santé, mais à l'époque, on m'avait dit: «Oh mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu de quoi tu nous parles? Qu'est-ce que c'est que cette secte?» Alors que c'était, que moi j'ai fait ma formation au CHU de Lille la première fois avec, le docteur Dominique Servant. Donc c'était quelque chose de très ancré sur le socle scientifique, mais il n'y avait pas cette connaissance de la pratique. Aujourd'hui, on a vraiment accès à plein de choses, notamment, l'application Présence sur laquelle j'interviens et qui est totalement gratuite, solidaire pour diffuser la méditation, la rendre la plus accessible possible. On peut trouver pléthore de formateurs, de voix différentes, selon ses préférences, des voix masculines, des voix féminines, de plein d'instructeurs qui abordent, de nombreux programmes, de nombreuses pratiques et c'est totalement gratuit, si on n'a aucun moyen financier pour accéder à la pratique. Donc c'est formidable. Ouais. Et je pense ce que tu dis là, c'est important de, comme tu dis, qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités et vraiment d'aller choisir une possibilité qui nous corresponde et puis aussi une voie. Parce que des fois, on prend une méditation, quelqu'un nous dit, ah, mais viens avec moi ou essaye cette application. Et pour nous, ça va pas, ça correspond pas. Peut-être que la voix, elle va pas, on n'arrive pas à être pleinement là. Pour un début, des fois, c'est compliqué. Et je trouve que c'est important d'apprendre à être bienveillant avec soi, puis d'aller par petites étapes. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à méditer, une de mes amies, elle m'avait dit, ah, viens avec moi, je vais à une soirée de méditation zazen. Et ben, c'était mais un cauchemar pour moi. J'avais jamais fait de méditation de ma vie. Je suis arrivée là avec ces personnes. On s'est assis devant un mur. Je ne sais combien de temps. Pour moi, ça a été une éternité. Le temps n'a jamais passé aussi long que ça en face de ce mur. Je crois que je connaissais tous les, les détails de ce mur. Et je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et finalement, après, j'ai repris gentiment la méditation. J'ai commencé par 3 petites minutes avec un petit gong sur mon téléphone à être ici, maintenant. Et j'y suis allée étape par étape parce que c'était pas du tout adapté à qui j'étais, ce que j'avais été faire. Et je pense que c'est important justement de trouver la bonne méthode et puis d'y aller gentiment en se disant que ça a l'air comme ça tout simple de méditer, mais que ça l'est pas tant que ça finalement. Oui, tout à fait. Alors ça peut paraître simple et ça peut paraître compliqué parce qu'il y a aussi plein d'idées reçues, hein, véhiculées dans la presse, dans le grand public. Mais finalement, c'est un peu contradictoire avec notre mode de fonctionnement habituel, où on a l'habitude d'être dans l'objectif d'atteindre un résultat, une performance. Et là, on nous dit qu'il n'y a pas d'échec, on peut jamais louper une méditation Mhm. et qu'il n'y a pas d'objectif de résultat. Et alors là, c'est le vide. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, nous, occidentaux, s'arrêter, se poser, ne rien faire et juste être là. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit. Et effectivement, au début, parfois, ça nous paraît très lumineux, ça fait du bien. D'autres fois, c'est très fastidieux, très ennuyeux. Et c'est vrai que, comme tu dis, l'important, c'est vraiment
de trouver sa façon. Moi, j'accompagne vraiment avec des pratiques courtes, des pratiques simples, qui permettent déjà, premièrement, d'ancrer dans le quotidien, parce que c'est la régularité qui va vraiment transformer notre façon de vivre notre vie. Et comme tu le dis, 3 minutes par jour pour démarrer, voilà, c'est tout petit. Je pense que n'importe qui peut le faire. Et en plus, n'importe qui devrait savoir qu'on a tous déjà médité sans le savoir. Et 3 minutes, voilà, 3 minutes par jour, je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est Simone Veil qui a dit ça. Simone Veil, la philosophe, Mhm. qui a dit: l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Et c'est vraiment, je pense, le cœur de la méditation, cette phrase. C'est une forme de générosité, c'est un cadeau, c'est un geste d'amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec ma pratique de méditation. J'ai pris conscience, j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie pendant 10 ans. J'en ai fait pendant 1 an à l'hôpital, j'en ai fait un burn-out. Et j'ai repris pendant 10 ans après à domicile, avec les mêmes difficultés dans les conditions de pratique, à domicile, en officine de ville, avec le même manque de moyens, le même manque de temps, le même manque de formation. Mais entre-temps, j'avais appris à méditer. Et ça m'a vraiment permis d'observer, de prendre du recul sur ce que j'avais vécu la première fois. Premièrement, j'avais pris conscience que quand on accompagne des personnes en fin de vie, parfois il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire pour les soulager de leur souffrance, de leur douleur. Et bien, quelque chose est encore possible, c'est juste être là. Mhm. Mais être vraiment là. Offrir notre plus beau cadeau à l'autre, c'est-à-dire notre attention pleine et entière. Et avec le recul, tu vois, je me suis rendu compte que pourquoi j'ai fait un burn-out en 2002, ça ne s'appelait même pas comme ça à l'époque, eh bien parce que je ne m'offrais pas à moi-même cette même attention de qualité. Et je n'étais pas consciente de mes besoins, de mes limites. Et je me suis épuisée émotionnellement, physiquement. Je ne savais pas prendre soin de moi. Parce que le seul moyen finalement de pouvoir prendre soin de soi, c'est d'être attentif à soi, d'écouter son corps, d'écouter son cœur, d'écouter son esprit et de développer une sorte d'intelligence tridimensionnelle avec tout ça. Et c'est vraiment ce que la méditation m'a apporté, c'est cet équilibre entre l'attention à moi et l'attention aux autres. Mhm. Voilà. Ouais. Donc tout est une question d'attention, mais d'une attention particulière, vraiment une attention curieuse, ouverte, bienveillante. Merci, merci pour ce beau partage. Et tu partageais aussi tout à l'heure, et j'aimerais bien avoir une petite piste ou un petit conseil de ta part avec tout cela. Tu partageais que tu as souvent osé à certains moments, grâce à la méditation, faire des conférences, écrire des livres, hein, vraiment petit à petit élargir ta zone de confort, hein, comme tu l'as dit. Quelles sont tes astuces à toi ou est-ce que tu as une petite astuce à nous partager de comment tu fais, comment tu utilises la méditation, peut-être avant de devoir faire une intervention importante ou une action comme ça qui te demande d'élargir ta zone de confort? Qu'est-ce que tu mets en place de ton côté? Alors déjà, premièrement, c'est ma pratique régulière. C'est ma pratique régulière, sans but, sans objectif, pas dans l'intention de l'utiliser pour obtenir quelque chose. En fait, finalement, j'ai été surprise parce que ça a développé dans ma vie. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce qu'on a forcément des attentes. On est des êtres humains un peu formatés comme ça dans la société occidentale. On a des attentes. Et finalement, j'ai été surprise par ce qui s'est développé. Et donc c'est une pratique régulière, quotidienne, toute simple, voilà. Alors j'ai quand même, effectivement, avant de démarrer une conférence, avant de démarrer un atelier, avant de peindre, avant de travailler tous les jours, mais déjà je me pose, je m'assois. Et je démarre. Alors, soit je fais dans mon lit, juste en me réveillant, je prends un moment pour sentir le contact avec le matelas, le contact avec la couette. Je sens, voilà, tout mon corps, la température.
tout ce que je peux ressentir comme sensation visuelle, auditive, le goût, l'odorat, voilà, je prends un temps de présence et ça peut être très court, hein. Et puis, finalement, avant de démarrer, donc comme je te disais, une conférence ou un atelier, tout simplement, je sens mes points de contact avec le sol. Ce que je sois assise ou debout, peu importe, juste je sens ce contact. Et en fait, cette sensation de contact, elle peut paraître anodine et simple, mais elle est ultra riche. Pourquoi? Parce que premièrement, le sol nous porte et on peut se déposer en toute confiance. Donc on travaille la confiance. Et puis on travaille l'ancrage, puisque on est porté, ce soutien du sol, il est solide, on est vraiment porté, soutenu. Donc c'est vraiment une ressource, c'est vraiment un ancrage. Quoi qu'il arrive, en fait, finalement, ce sol, il nous porte, on peut être bousculé, déstabilisé, mais dès qu'on connecte avec cette sensation des pieds au sol, des fesses sur la chaise, paf, on revient au moment présent et on revient à symboliquement, corporellement, cette stabilité. Et puis, notre corps, nos émotions, notre tête, tout ça c'est lié. Donc finalement, quand on a cet ancrage corporel et qu'on a l'habitude de cet ancrage corporel, ça impacte aussi nos émotions, ça impacte aussi nos pensées. C'est vraiment, vraiment une question d'habitude aussi, hein. Enfin, d'habitude d'entraînement. Ça devient presque naturel, presque automatique quand on le pratique régulièrement. Donc je sens cet ancrage tout simplement. Et puis je sens le reste de mon corps là qui respire. Tout ce qui est au-dessus de cet ancrage, qui peut se déployer librement dans l'espace, voilà, qui est vraiment, qui a de la place pour respirer, pour bouger avec la respiration. J'ai rien besoin de faire, juste je sens que je respire et je sens que j'ai de l'espace là, qu'il y a de l'air. Voilà, et je change pas ma respiration, hein. Juste, je sens que je respire, je sens que je suis vivante en fait. Et voilà, donc ça c'est vraiment ma pratique quotidienne. Je me pose, je sens que je suis posée. J'ai à la fois ce côté, le sol qui me limite, qui me porte, et j'ai à la fois cet air qui m'entoure, qui me montre que j'ai de l'espace, que je suis vivante, que je respire et que tout est en mouvement. Merci, merci pour cet exercice, cette pratique que les gens pourront, s'ils le souhaitent, essayer de leur côté, et aussi pour ce partage de, comme tu l'as dit, d'exercices. Finalement, c'est ça, c'est un travail, hein, vraiment de le faire régulièrement, quotidiennement, et au bout d'un moment, bah, ça devient quelque chose de normal, de Oui, routinier, d'intégrer, et qui amène, comme tu l'as dit aussi, autour de nous des fabuleux changements, résultats, opportunités, hein. Vraiment, tout s'ouvre comme ça par cette pratique régulière. exactement. Et finalement, ça développe une forme de d'intelligence humaine. Par exemple, je ne le calcule plus maintenant parce que ça se fait naturellement, mais quand j'écoute quelqu'un, je l'écoute avec tout mon corps, avec tout mon cœur, avec toute ma tête, avec tout, tout Valérie dans son entièreté. Et ça me permet de percevoir beaucoup plus d'informations qu'avant, qui viennent de l'autre, hein, de tout son être également, pas seulement des mots que la personne va employer, mais il y a plein d'informations qui émanent de la personne, ne serait-ce que par sa posture, son regard, comment elle se tient, son ton. Enfin voilà, il y a plein ou même son énergie. Et finalement, ça va me permettre d'avoir un accompagnement beaucoup plus adapté qu'avant. Et je suis complètement en confiance avec cette qualité de connexion à l'autre maintenant. Je sais que je vais être capable de m'adapter, de trouver des ressources, d'accompagner la personne à trouver ses ressources finalement, parce que c'est pas moi qui ai les réponses. Mhm. Exactement, et c'est vrai que c'est un bel outil aussi, la méditation et cette pleine présence à l'autre quand on est également coach, thérapeute, accompagnant du bien-être, hein, de pouvoir offrir cette
pleine qualité à notre client, à notre patient, et qui fait, je trouve aussi une grande différence dans les accompagnements qu'on peut avoir avec les personnes. Oui, totalement. C'est un peu, vraiment comme oui, c'est vraiment c'est une forme d'intelligence finalement, hein, d'entrer en relation humaine avec l'autre, d'être vraiment pleinement connecté à l'autre et à soi en même temps. Oui. Merci Valérie d'être venue aujourd'hui nous partager ces quelques pépites sur la méditation. J'espère que ça va vraiment donner envie aux personnes qui vont écouter cette interview d'aller explorer cet outil. Oui. Et je voudrais quand même rajouter une chose, hein, ça ne rend pas, invincible, hein, la méditation. J'ai toujours des moments où j'ai peur, mais finalement, j'apprends petit à petit à apprivoiser mes peurs, à comprendre quel est le besoin derrière. Peut-être j'ai besoin de m'entraîner, peut-être j'ai besoin d'être rassurée, peut-être voilà. Mais je traverse toujours, des émotions parfois difficiles, mais grâce à la méditation, je sais comment les accueillir, comment ces émotions peuvent maintenant m'aider à prendre soin de moi pour petit à petit avancer de mieux en mieux en étant de plus en plus en accord avec mes valeurs. Mais Donc, c'est bien important de évidemment, on ne devient pas un être zen ou qui va toujours bien. Voilà, on traverse comme tous les êtres humains des souffrances, des difficultés, des émotions, mais on va apprendre à les traverser peut-être de façon plus ouverte, plus bienveillante envers soi-même. Oui, d'avoir ces outils, justement, tout de suite, hein. Moi, je vois toujours un peu, moi, cette image, la boîte à outils, de se dire, quand il m'arrive une adversité, une turbulence, parce que c'est, comme tu le dis, hein, très justement, inévitable quand on est un être humain, de se dire, OK, bah, qu'est-ce que moi, je vais chercher dans ma boîte à outils quand je suis dans cet état-là? Ah, bah, je peux aller prendre une méditation, prendre un moment pour moi, aller en nature, et vraiment, hop, on arrive à revenir Mmh. plus centré, à justement calmer le mental, les peurs qui peuvent venir, au lieu de rester dans cet état de peur, d'angoisse, de stress qui est là. Et avant tout ça, même, se permettre de ne pas aller bien. Ça, c'est Mm. vraiment très important. Se permettre, se dire: «Ouais, là, OK, je rame, c'est dur, j'ai mal, j'y arrive pas et c'est OK, je suis juste un être humain. J'ai le droit de pas y arriver, j'ai le droit de pas aller bien et pour l'instant, c'est comme ça». Voilà. Et ça, Mm. c'est vraiment la base de toute transformation, hein, parce que nous, on veut toujours changer l'état dans lequel on est et aller vers autre chose, mais en fait, on est juste des êtres humains et et on n'est pas parfait et on a des moments difficiles et déjà se permettre ça, c'est important. Mm. Accepter sa vulnérabilité. Exactement, exactement, c'est le mot. Accepter sa vulnérabilité, ouais, tout à fait. Bah, ça nous rend plus courageux finalement, hein, tout ça. Ah oui, clairement. Ouais, pour moi, en tout cas, d'accepter sa vulnérabilité, c'est certainement une des plus grandes forces qu'on Oui, puisse avoir. tout à fait. Je suis d'accord. Merci, merci Valérie pour ces beaux partages. Alors, les personnes pourront, sous cette vidéo, retrouver tous tes liens pour pouvoir aller te suivre également ton application, enfin cette application dont tu as parlé, Présence, où ils pourront également aller méditer de leur côté si ça peut leur plaire et découvrir ce que tu fais plus en détail pour pouvoir aller travailler sur cette méditation. Oui, d'ailleurs, si je peux juste me permettre, sur cette application, il y a un programme de méditation qui s'appelle Prendre soin de soi lorsqu'on prend soin des autres. Et finalement, ce programme, il peut, alors j'en ai fait un pour les enfants, mais celui-ci est pour les adultes. Et finalement, on prend tous soin de quelqu'un à un moment donné, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit psychologue, qu'on soit médecin, qu'on soit aide-soignant, qu'on soit secrétaire. Quels que soient nos métiers, quand on est en contact avec les autres et qu'on a une responsabilité par rapport aux autres, en fait, on est dans le soin de l'autre. Quand on est aidant, quand on est enfant d'un parent malade ou d'un frère ou d'une sœur handicapé, on est dans cette position de prendre soin des autres et c'est important de se ressourcer, de prendre soin de soi.
Effectivement. Merci pour cet ajout. Alors, belle suite à toi, Valérie, et à bientôt. À bientôt. Merci Christa.